Et dans la dernière partie de cette émission, dans le quart d'heure thématique, nous allons nous poser la question des flux ETF sur les marchés financiers, des flux ETF qui sont en passe de réaliser une année historique. Nous en parlons avec Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares chez BlackRock, l'activité iShares qui est l'entité ETF donc justement de BlackRock. Bonsoir Arnaud Gian. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors Arnaud Gian, vous étiez dans cette émission il y a à peu près 3 mois et vous parliez déjà de flux records, donc c'était en mars dernier sur les ETF. Est-ce qu'on est toujours sur des gros volumes de flux aujourd'hui sur les ETF ? Oui, alors il y a un emballement clairement avec le contexte et qui est plutôt favorable aux actions, et donc on sait qu'il y a un biais action dans le mix de classes d'actifs au sein des ETF. Bien sûr. Et on a aussi la tendance structurelle de voir en fait ce type d'enveloppe particulièrement populaire auprès des investisseurs. On a vu beaucoup de nouveaux investisseurs, plutôt boursicoteurs, alors qu'on était sur un marché plus institutionnel. Et donc on est aujourd'hui sur 9 000 milliards d'actifs sous gestion dans l'industrie des ETF dans le monde. Donc ça commence à être un bon baromètre pour se dire voilà, où est-ce que les allocations se portent. Ça commence à être un beau volume. Vous évoquez ces nouveaux investisseurs, des nouveaux investisseurs qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur les marchés financiers quand ils arrivent et qui pour autant vont sur les ETF se positionner. Oui, en fait, c'est un support quand même assez simple qui Bien sûr, on va répliquer un indice ou autre. Alors, il y a la notion d'indice et puis il s'échange vraiment comme une action. Donc concrètement, ça correspond parfaitement au contexte qu'on avait vu, donc avec une petite baisse de régime en milieu d'année dernière. Et on a vu en fait une ouverture de compte de tout ce qui est brokerage, banque digitale. Et donc, l'argent et ses investisseurs se tournaient vers le support le plus simple pour investir. Et quand on ne connaît pas toutes les nuances de toutes les sociétés, d'autant qu'il y a une disparité qui était assez forte, il y a une dispersion massive, les secteurs, etc. C'était beaucoup plus simple d'utiliser le levier des ETF qui encapsule en fait tout ça, tout le marché dans un produit. Donc, on a vu un fort essor à ce moment-là qui se poursuit et là on pourra potentiellement discuter un petit peu sur le dernier trimestre des mouvements qu'on a pu... justement, ils vont où ces flux 9 000 milliards, donc c'est quand même des flux conséquents. Ils sont dirigés vers où est-ce qu'ils ont des endroits de prédilection, des zones géographiques de prédilection, peut-être des thématiques de prédilection, des secteurs de prédilection ? Alors, les 9 000 milliards, c'est le stock, c'est le global. On est sur une collecte depuis le début de l'année de l'ordre de 500 milliards, ce qui reste très conséquent. Plus ou moins structurel, environ 100 milliards chaque mois, on va dire. Alors, c'est une année complètement action, sans doute. Très peu de paris obligataires. On parlera peut-être un petit peu sur l'inflation. Mais donc, globalement, 100% action. Quand on regarde les zones géographiques, c'est l'Europe, en fait, qui se démarque sur le dernier trimestre. Donc, on sait qu'il y a un retard qui est colossal. Tout le rattrapage avait été démarré plutôt aux États-Unis. On a vu maintenant, en fait, vous en parliez juste avant, de la rotation vers le cyclique et la value. Et on sait bien que voilà, c'est un terrain de jeu pour les actions européennes. Et en général, en fait, le bon baromètre, parce qu'on est toujours structurellement, on a un biais action européenne quand on est à Paris ou quand on est en Europe. Mais le vrai baromètre, c'est qu'on a vu en fait ces flux se porter au travers d'ETF américains, de droit américain. Donc sur la scène internationale, on voit à nouveau les Américains donc des ETF américains qui viennent investir sur des valeurs cycliques en Europe. Exactement. Et donc des valeurs cycliques, peut-être d'autres choix d'investissement, d'autres thématiques également. Oui, alors donc sur le plan géographique, il y avait d'abord les actions européennes et on parle de 10 milliards sur le mois de mai. D'accord. Il faut remonter à 2017 pour voir, lorsqu'on avait un peu toutes les étoiles alignées, pour voir en fait des flux de cette importance. Mais ça s'explique comment ça s'explique par une conscience ou en tout cas une anticipation qu'il y a beaucoup plus de choses à faire sur les marchés européens aujourd'hui que sur les marchés américains ? Alors oui. Au regard en fait des valorisations et au regard du parcours de certains secteurs en Europe, on sait qu'il y a des grands brûlés qui ont du mal à redémarrer, sur des valorisations très faibles. On peut voir enfin la lumière au bout du tunnel sur la réouverture, et donc il y a un petit rattrapage à faire par rapport aux États-Unis. Donc oui, il y a un terrain de jeu qui est beaucoup plus favorable. On connaît les bancaires qui ont très bien fonctionné sur la décennie depuis la grande crise financière aux États-Unis et qui restent encore très très décotés en Europe. Donc il y a un terrain de jeu pour jouer ce thème et cette rotation cyclique.
Donc les cycliques, est-ce qu'il y a, parce que du coup je vous ai coupé dans votre réponse, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont joués aussi du coup sur ce marché européen? Alors vous en parliez encore également juste avant, mais il y a cette notion en fait de barbell. Donc c'est vrai que les valeurs technologiques et les valeurs de croissance ont connu un très beau parcours en 2020. Bien sûr. Complètement stable cette année d'un point de vue flux. Je vous dis, le résultat sur la tech, on est à 0. D'accord. En termes de collecte. On est probablement proche de 0 en termes de performance. Donc, ce n'est pas non plus là où on attendait la collecte. Par contre, on voit malgré tout aucune décollecte. C'est ce que j'allais dire. Ils ne sortent pas pour autant? Voilà, exactement. Donc, ils ne sortent pas pour autant. On voit en fait ces paris qui ont été très très forts en 2020 être toujours présents dans les portefeuilles. D'accord. Et donc, on va préférer aujourd'hui le thème de la value. En termes de collecte, c'est assez prononcé. On a 15 milliards en Europe, donc c'est environ 20% de la collecte qu'on a vue sur ce thème de la value. Et quand on regarde la lecture sectorielle, on va retrouver en fait ce même thème être réparti dans toute l'allocation. Donc on va vers la value, mais on ne sort pas pour autant des valeurs de croissance, comme si on avait peur finalement d'être positionné au mauvais endroit au cas où finalement ces valeurs de croissance avaient quand même un petit peu de potentiel. Là on est sur les marchés actions, donc c'est le plus prépondérant aujourd'hui. L'obligataire du coup est moins dans les portefeuilles. Pour les raisons que vous aviez évoquées précédemment de montée des taux potentiels et donc c'est vrai d'un matelas maintenant qui est quasi inexistant sur l'obligataire, mis à part justement, je voulais évoquer cette poche de inflation linked, donc de protection indexée à l'inflation, sur lesquelles on a vu en fait une collecte de l'ordre de 20 milliards, donc à l'échelle des ETF obligataires, c'est quand même quelque chose de conséquent. Et donc tout ce thème en fait de l'inflation, on va le retrouver dans les paris actions, donc je l'évoquais, dans les paris des matières premières aussi. D'accord, oui, effectivement, dont on a vu les hausses conséquentes depuis quelques mois. Hausses conséquentes et accompagnées par des flux. Alors, donc l'or mis à part, bien sûr, on n'a plus besoin en fait de se cacher derrière cette valeur refuge qui avait cartonné, j'ai envie de dire, en 2020 et qui, sur le premier semestre, était plutôt sur de la décollecte. Par contre, tout ce qui est indexé sur les matières premières au sens large, donc pétrole et matières agricoles, effectivement, on a vu beaucoup de paris là-dessus, donc, et ça continue. Et avec des différences entre matières premières, je pense par exemple aux matières premières de l'énergie, parce que ça fait l'actualité en ce moment, le pétrole repart, le gaz en Europe remonte également, on a parlé du bois il y a quelques semaines. Vous voyez des différences entre les matières premières ou on parle des matières premières dans leur ensemble? Non, on parle des matières premières dans leur ensemble parce qu'en termes de support d'investissement, c'est ça qui est plus ou moins utilisé. Donc il y a des paniers en fait, de matières premières diversifiés dans lesquels on va retrouver également les métaux précieux, mais dans une plus faible proportion. Et en fait, cette diversification permet vraiment de jouer la thématique inflation. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en train de parier vraiment de manière spéculative sur un segment, mais on est plutôt là en train de se protéger sur cette tension qu'on connaît sur l'approvisionnement, cette tension en cas de réouverture et de surchauffe de l'économie, et c'est plutôt ça en fait qui a été le thème sous-jacent. Là, on a beaucoup parlé de l'Europe parce que du coup, c'est le thème principal. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a moins d'ETF de droit américain qui vont sur les marchés américains ou d'ETF de droit européens qui iraient quand même sur des grandes valeurs américaines ou des indices technologiques, mettons, américains. Alors, j'aimerais vous dire que l'Europe est numéro 1 du classement partout, mais ça n'est pas le cas. Tout ça, c'est relatif. D'accord. Donc, on est, par exemple, je vous indiquais 10 milliards sur le mois de mai, qui est très très conséquent et très marquant sur la collecte des actions européennes. On est sur 30 milliards, mais que 30 milliards aux États-Unis. D'accord. Normalement, on est sur des ordres de grandeur beaucoup plus marqués. Donc accélération en Europe, mais on reste sur des ordres de grandeur différents. Voilà, exactement. Donc bien sûr, on continue à investir sur le marché américain qui structurellement en fait a cette capacité en fait à attirer aussi parce que voilà, il y a tous les fonds de pension, on sait qu'il y a de l'argent qui doit être déployé à ce moment-là. Mais voilà, on voit effectivement en proportion une tendance vers les actions européennes et c'est assez nouveau vers les actions japonaises. D'accord. Donc probablement aussi lié aux annonces de la Banque centrale japonaise qui revient un petit peu. On sait qu'elle est consommatrice d'ETF. C'est l'une des rares avec maintenant la Fed au travers du programme qu'on avait connu sur l'obligataire à acheter et à intervenir directement sur le marché des ETF. Et donc on voit un petit peu un retour, un engouement au-delà même du marché japonais en tant que tel, mais donc de classe d'investisseurs européens se positionner sur le Japon.
Également sur les émergents, donc ça c'était une histoire, on sait que en fait le vent tourne au fur et à mesure que les annonces sont faites de la Fed et donc son impact sur le dollar. Donc là on voit un dollar se renforcer, on va voir ce que ça joue. Mais sinon on a vu effectivement sur le mois de mai un retour des actions émergentes avec en premier du classement pour le coup la Chine. D'accord, on parle des États-Unis dans les marchés développés. Beaucoup effectivement l'année dernière. Et qui continue en fait cette année parce que c'est vrai qu'on est sur un monde qui est plutôt bipolaire. Maintenant, tout tourne autour de ces deux économies. Et le problème, c'est qu'ils sont, pour le cas de la Chine, largement sous-représentés dans les portefeuilles parce qu'on a peut-être une appréhension lorsqu'on a le label émergent, lorsqu'on ne connaît pas bien en fait le circuit de marché là-bas. Donc, du coup, en fait, on a un biais américain qui est peut-être trop fort par rapport du coup au poids de ces deux économies dans un portefeuille beaucoup plus équilibré. Merci beaucoup Arnaud Gihand de nous avoir donné un petit peu cette cartographie finalement des flux ETF par secteur géographique mais également par thématique en fait d'investissement. Arnaud Gihand, responsable de l'activité iShares de BlackRock, donc l'entité des ETF donc chez BlackRock. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct donc, et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct toujours sur Bismart.